Le sens de l'économie. 6 heures du matin, dans la nuit du 21 au 22 mars 1915. Une épaisse couche de neige, tombée la veille, recouvre les quelques maisons de type colonial de la petite ville de West Shelby, dans le comté d'Orleans, aux États-Unis. Charles Stielov, 25 ans, ouvrier agricole chez Gregor Phillips, avance avec difficulté sur le chemin enneigé. Sa lourde silhouette progresse lentement dans la campagne déserte. Visiblement, il s'est habillé à la hâte. Il a enfilé des bottes et a passé un manteau grossier sur son pyjama. Il arrive enfin devant la ferme de son patron et lance d'une voix rocailleuse « Monsieur Phillips, il se passe quelque chose ?» Pas de réponse. Il fait encore quelques pas et bute, encore endormi, sur le corps immobile d'une femme en chemise de nuit. Il se penche et pousse un cri. C'est Margaret Wolcott, la gouvernante de son employeur. Elle est couverte de sang. Du coup, Charles Stielov se rue à l'intérieur de la ferme. La porte est ouverte, mais il a du mal à la pousser. Quelque chose la retient. C'est le corps de son patron, lui aussi, couvert de sang. De toute la vitesse de ses jambes, Charles Stielov court chez le shérif. Il est bouleversé. Il se répète à haute voix tout en courant. Eh ben ça alors. Charles Stielov, ouvrier agricole immigré récemment d'Allemagne, est un brave garçon, un peu épais au physique, comme au moral d'ailleurs. Mais il sent confusément que ce drame va lui attirer des tas d'ennuis. Pourquoi fallait-il qu'il lui arrive une chose pareille ? Il ne demandait qu'à continuer sa petite vie tranquille, sa femme qui va accoucher dans quelques jours, son travail de garçon de ferme chez Gregor Phillips pour $400 par an. Tout ça, c'était le rêve. Maintenant, on va lui faire des histoires. Peut-être même qu'on va lui demander de retourner en Allemagne. Charles Stielov n'imagine pas plus grave. L'imagination n'était pas son fort d'ailleurs. Nelson Bartlett, le shérif du comté d'Orleans, paraît sur le seuil de sa ferme au cri de Charles Stielov. Il a la cinquantaine, une calvitie déjà prononcée, il est quelque peu bedonnant. Nelson Bartlett est cultivateur, comme tous ses concitoyens. Ses fonctions de shérif ne sont que symboliques. Si ses patriotes l'ont élu, ce n'est pas en fonction de ses compétences spéciales en la matière, de la police. Pourquoi, d'ailleurs, il ne s'est jamais rien passé à West Shelby? Non. Les gens l'ont choisi en raison de l'estime qu'il lui portait. Nelson Bartlett est d'une moralité irréprochable. Il est assidu aux offices religieux, il a 12 enfants, il est réputé pour son sens de l'économie. Bref, c'est un digne représentant de cette mentalité puritaine qui fait la force de l'Amérique. Le shérif arrive en maugréant. « C'est toi, Stielov ? Eh ben, mon gars, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu n'aurais pas bu un peu des fois ?» L'ouvrier agricole réplique d'une voix blanche. « C'est affreux ! Gregor Phillips, on l'a tué !» C'est au tour du shérif de perdre la voix. « Mais il n'y a jamais eu un meurtre à West Shelby !» Charles Stielov continue d'un ton plus défait encore. « Cette fois, il y en a 2. Margaret Wolcott, la gouvernante, a été assassinée aussi. » Un moment plus tard, le shérif, que ses jambes soutiennent à peine,
prend le chemin de la ferme. Il a demandé à quelques voisins de venir l'aider, car West Shelby ne compte pas d'agent de police. Il n'y en a pas besoin. Il se passe jamais rien. Tout le monde se retrouve sur les lieux du drame. Nelson Bartlett constate la réalité des faits en poussant des gémissements. Quel malheur, mon Dieu, quel malheur! Charles Stielov, penché sur le corps de Phillips, qui le ramène à la situation présente. On dirait qu'il vit encore. Il faudrait l'emmener à l'hôpital. Un témoin, à présent possesseur d'une automobile, se propose et le shérif se décide enfin à faire les premières investigations. Les victimes ont été abattues à coups de feu. Dans le bureau de Phelps, un secrétaire a été fracturé. Le vol est apparemment donc le mobile du meurtre. Pour le reste, Nelson Bartlett n'a pas la moindre idée de ce qu'il va faire. Il congédie tout le monde, il rentre chez lui, il attend. La première information sérieuse arrive le lendemain. Elle émane de l'hôpital où Gregor Phillips est mort tout de suite après son admission. Le médecin qui a pratiqué l'autopsie a découvert qu'il avait été tué de 3 balles de revolver de calibre 22. La gouvernante, qui a été autopsiée elle aussi, a été tuée avec la même arme. Fort de cette constatation, Nelson Bartlett décide de commencer son enquête. Tout ce qu'il imagine est de faire le tour des maisons de West Shelby et d'interroger les gens d'une manière pour le moins directe. Vous n'auriez pas un revolver de calibre 22 ? Parce que, vous comprenez, c'est l'arme du crime. La réponse est évidemment toujours identique. « Ah non, shérif, j'ai bien des armes, mais pas celle-là. » Charles Stielov fait la même réponse que les autres. De retour chez lui, Nelson Bartlett se désole. Il sent bien qu'il ne s'en sortira jamais. Demander des renforts de police, c'est une chose qu'il ne veut pas envisager. Ces policiers, il faudrait les payer. Et cela mettrait en déséquilibre le budget du comté. Mais d'autre part, les habitants de West Shelby ont été fortement traumatisés par la première affaire criminelle de leur histoire. Ils exigent une enquête rapide et un coupable. N'importe lequel, mais un coupable. Comment concilier l'économie et l'efficacité ? Le shérif met une journée entière à se poser la question et brusquement, il trouve. Il a lu il y a quelque temps dans un journal les prodigieux exploits du détective privé Frank Newton. Il a, paraît-il, aidé plusieurs fois la police et résolu des affaires difficiles avec une rapidité déconcertante. Voilà la solution. Un homme seul coûte moins cher que toute une escouade de policiers. D'autant que ceux-ci seraient sous ses ordres et qu'il ne saurait d'ailleurs guère faire avec les instructions qu'il va leur donner. Le surlendemain, donc, Frank Newton fait une arrivée remarquée à West Shelby. Il faut dire que c'est un personnage. Il est démesurément grand. Il a une bouche perpétuellement animée par la mastication de son chewing-gum. Il est vêtu discrètement d'un chapeau de cow-boy blanc. Bon, il n'est pas tout à fait blanc. D'un costume de velours gris clair et de bottes en crocodile. Mis au courant des faits par le shérif, Frank Newton conclut laconiquement. Ce sera $100 tout de suite et 100 après l'arrestation du coupable. Nelson Bartlett fait la grimace devant cette somme qui lui paraît énorme. Il tente d'argumenter, mais il n'y a rien à faire. Il s'incline. C'est d'accord, mais je suis pressé, hein ? Le détective a un large sourire en empochant l'argent. C'est comme si c'était fait. Ne vous inquiétez de rien, j'ai mes méthodes. Effectivement, Frank Newton a ses méthodes.
Elle consiste à chercher un suspect sans appui, pas très malin, et à le cuisiner jusqu'à ce qu'il finisse par avouer. Coupable ou pas coupable. Il se met sans tarder au travail. Qui a découvert le crime? Charles Sietlov. Qui est-ce? Un journalier agricole, un pauvre type. Parfait! On va commencer par lui. 1 heure plus tard, le shérif et le détective sont occupés à une fouille méthodique dans le pauvre logement de Sietlov. Et, miracle, ils trouvent. Sous le lit du journalier est caché un revolver calibre 22. Confondu d'admiration pour sa nouvelle recrue, Nelson Barlett arrête Sietlov sur le champ et le conduit à la minuscule prison du comté. C'est maintenant la seconde phase de l'opération qui peut commencer, l'interrogatoire. Barlett et Newton se relaient auprès du suspect. C'est un flot incessant de questions. Pourquoi n'as-tu pas dit que tu avais ce revolver? J'avais peur d'être suspecté, mais je ne suis pas le seul à avoir un calibre 22. Il y en a plein d'autres qui ont menti, c'est sûr. Comment se fait-il que tu sois allé à la ferme de tes patrons à 6 heures du matin? J'avais entendu du bruit. Où as-tu caché le magot? Et ainsi de suite sans interruption pendant 48 heures. Durant tout ce temps, Charles Sietlov ne peut ni prendre une minute de repos, ni manger. Frank Newton a préparé des aveux complets qui le pressent à chaque instant de signer. Mais l'ouvrier agricole tient bon. Les autres ont beau lui dire que signer ne n'engage à rien, il n'est pas intelligent, mais il comprend que tout ça, c'est faux. Et de toute façon, il ne signera pas, puisque ce n'est pas lui. Au bout de 2 jours, le détective au chapeau de cow-boy arrête l'interrogatoire, épuisé. Il déclare à Nelson Barlett: on n'arrivera à rien. C'est une tête de mule, la pire race. Mais il nous reste encore un moyen, l'expert. Je vais écrire à mon ami Albert Hamilton. Il m'a déjà rendu service dans des cas difficiles. À l'époque, en 1915, la fonction d'expert auprès des tribunaux est toute nouvelle. Elle n'est pas encore juridiquement définie d'une manière précise, ce qui fait l'affaire d'un certain nombre d'individus plus ou moins sérieux. Albert Hamilton, l'expert, est lui aussi, à sa manière, un personnage. 60 ans, l'air sérieux, avec ses grosses lunettes. Il a le ton tranchant qui impressionne les tribunaux. Sa carte de visite est tout un poème. Elle annonce: Albert Hamilton, expert diplômé. Il ne précise pas d'où. En microscopie, graphologie, écriture de machine à écrire, photographie, empreinte digitale, toxicologie, marque de sang, cause de décès, embaumement, blessure, identification de projectiles, poudre et explosifs. L'identification des projectiles faisant partie de ses nombreuses spécialités, son ami Frank Newton lui demande donc de comparer les balles retrouvées dans le corps des victimes avec le revolver de Sietlov et de faire un rapport. Et, 1 semaine plus tard, l'expert Hamilton rend son rapport. Les balles ont bien été tirées avec le revolver de Sietlov. Le canon de son arme présente une rayure qui se retrouve sur les balles. D'ailleurs, j'ai pris des photos que je pourrais montrer au tribunal. Cette fois, l'affaire est réglée. Frank Newton reçoit ses $100 complémentaires et Charles Sietlov est officiellement inculpé de meurtre. Il passe en jugement le 15 juillet suivant. Dans la salle, le shérif Nelson Barlett est satisfait. L'enquête a été menée rondement, elle n'a coûté que $200. Les finances du comté sont saines et sauves. Il s'est bien acquitté de sa mission. Le président du tribunal semble moins satisfait. En interrogeant l'accusé, qui continue à proclamer son innocence,
Il souligne des faits troublants. L'argent volé n'a jamais été retrouvé, par exemple. Pour payer l'accouchement de sa femme, Charles Sietlov a même été obligé de vendre son unique vache. C'est tout de même étonnant. Les jurés, de braves gens du comté d'Orléans, sont ennuyés. Si l'accusé n'est pas coupable, il faudra faire une nouvelle enquête, un nouveau procès. Et tout cela coûte cher. Bien sûr, ils ne veulent pas commettre une erreur judiciaire, mais ils souhaitent de tout leur cœur que Sietlov soit bien le coupable. Voici l'instant décisif, la déposition d'Albert Hamilton, expert, diplômé, ne l'oublions pas. Il affirme avec conviction que les balles ont bien été tirées par l'arme de l'accusé et brandit théâtralement une série de photos qu'il fait passer aux juges et aux jurés. Comme vous le voyez, messieurs, les rayures sont caractéristiques. Malheureusement, aucune rayure n'est visible sur les clichés. Le président lui en fait la remarque, mais Albert Hamilton ne se démonte pas. Il réplique d'un ton péremptoire. C'est que j'ai photographié les balles du mauvais côté. Ouais. L'avocat de Charles Sietlov, un débutant qui semble très impressionné de se trouver pour la première fois en cour d'assises, ne soulève aucune objection. Et à l'issue des débats, son client est condamné à mort. Les jurés du comte d'Orléans sont contents. Ils n'ont rien à se reprocher. Ils n'ont fait que suivre les conclusions de l'expert. Voilà un procès rondement mené, et au moindre frais. Juillet 1916. Depuis un an, Charles Sietlov, condamné à mort pour avoir tué son patron et la gouvernante de celui-ci, attend la chaise électrique. Il clame son innocence avec un désespoir grandissant. Tous les recours juridiques ont été épuisés. La révision de son procès a été repoussée. Mais comme c'est fréquent aux États-Unis, la date de l'exécution a été retardée, elle aussi. Heureusement. Pourtant, en cette année 1916, il se produit un fait nouveau. Le gouverneur de l'État de New York, dont dépend le comté d'Orléans, vient de changer. Le nouveau gouverneur se fait communiquer les dossiers des condamnés à mort et celui de Charles Sietlov le frappe tout particulièrement. Il décide d'ordonner une nouvelle enquête. Une dizaine de policiers de l'État de New York investissent donc la petite ville de West Shelby et commencent à interroger les habitants. Ils sont reçus avec une évidente mauvaise humeur. Qu'est-ce qu'ils leur veulent, ceux-là? Le procès a été jugé, non? Ils ne voudraient tout de même pas qu'on en fasse un autre aux frais du comté, ça va coûter. Et d'abord, qu'est-ce qui va les payer, ces policiers? Pourtant, au bout d'une semaine, l'un des citoyens de West Shelby se décide à parler. C'est un de ceux qui avait accompagné le shérif Bartlett à la ferme le matin du crime. Il y a bien Chuck O'Connors. Il était en ville ce jour-là. Qui c'est ce O'Connors? Un vagabond, un bon à rien, pas bien méchant, du moins je pense. Pourtant, c'est bizarre. Quand je revenais de là-bas, je l'ai croisé et il m'a dit « Vous revenez de chez Phillips? Ils sont morts tous les deux, hein ?» L'homme réfléchit un moment devant le policier. Voyez-vous, ce qui est curieux, c'est qu'à ce moment-là, personne n'était encore au courant du meurtre. Je me demande bien comment il avait pu le savoir. L'enquêteur ne peut dissimuler sa satisfaction. Enfin, quelque chose. Et d'après vous, où peut-on trouver ce O'Connors? Oh, en prison, je suppose. Il y est tout le temps. Et effectivement, la police n'a aucun mal à découvrir Chuck O'Connors qui purge une peine d'1 mois de prison dans un des pénitenciers de l'État. Le vagabond est interrogé aussitôt. « C'est toi, hein? À vous! Si tu fais des aveux,
des aveux, pardon, tu ne seras pas condamné à mort. C'est promis. Sinon, on finira par prouver que c'est toi, et tu y passeras. Et puis, tu ne vas pas laisser un pauvre gars griller sur la chaise à ta place. Chuck O'Connor, vagabond, pas bien méchant jusque-là, mais assassin d'occasion, ne réfléchit pas longtemps. Il reconnaît le meurtre de Phillips et de sa gouvernante et signe ses aveux. À West Shelby, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. C'est la consternation générale. Pire encore, la colère, l'indignation. Il va y avoir un nouveau procès aux frais du comté. C'est-à-dire que la construction de la nouvelle route allant de West Shelby à Orléans va être retardée d'1 an ou même de plusieurs années. L'opinion est très montée contre le shérif Nelson Barlett, qu'elle rend responsable de tout. C'est sa faute. Pourquoi a-t-il choisi un mauvais coupable? On l'avait élu pour trouver le bon, et du premier coup. Nelson Barlett, lui, est atterré. Il se sent indigne de la confiance que lui avaient accordée ses concitoyens. Il est un gaspilleur de l'argent public, ce qui, à ses yeux, est la pire honte. Aussi, il entreprend une démarche pour ses électeurs, pour les finances du comté, pour la route Orleans-West Shelby. Il va trouver Chuck O'Connor dans sa cellule. Qu'est-ce qui te prend, O'Connor? Tu es fou. Tu es si pressé que ça d'aller purger et finir sur la chaise électrique. Le vagabond, déjà très impressionné que le shérif se soit dérangé en personne, commence à perdre ses moyens. Mais les policiers m'ont dit que si j'avouais, j'aurais la vie sauve. Ils t'ont dit des bêtises. Tu penses bien qu'on ne te pardonnera pas les 2 meurtres. Tu es cuit, oui. Nelson Barlett sait se montrer convaincant. Tout de suite après sa visite, Chuck O'Connor rétracte ses aveux. Dans le comté d'Orléans, on respire. Ah, la nouvelle route se profile de nouveau à l'horizon. Dans sa cellule, Charles Stielov se dit qu'il vient de perdre son dernier espoir. Cette fois, c'est la fin. Non, ce n'est pas la fin car les policiers sont obstinés. O'Connor a rétracté ses aveux, mais il reste l'expertise balistique du fameux expert diplômé, dont les résultats semblent pour le moins douteux. Une contre-expertise est demandée à un véritable spécialiste, cette fois. Et ses conclusions sont formelles. Les balles meurtrières n'ont pas été tirées par le revolver de Charles Stielov. Elles présentent des rayures tout à fait différentes de celles produites par le canon de son arme. Désormais, même en l'absence des aveux du principal suspect, l'innocence de Charles Stielov est prouvée. Le 24 octobre 1916, il est reconnu innocent et quitte libre le quartier des condamnés à mort. Toutefois, les choses ne peuvent en rester là. Il reste à fixer le sort de Chuck O'Connor. Selon la loi américaine, c'est à un jury composé d'habitants du comté où se sont produits les faits de décider ou non son inculpation. Le vagabond se retrouve donc à West Shelby, devant les citoyens de la petite ville. Les débats ne sont pas longs. Après une courte délibération, les jurys décident à l'unanimité de ne pas poursuivre le suspect. À son grand étonnement, Chuck O'Connor est prié de s'en aller ailleurs, libre et entièrement innocent. Car il n'était pas question d'un second procès dans le comté. Entre la route et la justice, les habitants de West Shelby ne pouvaient pas hésiter un instant.